On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté, T. Ça continue de brasser aux États-Unis, là, la pression qui monte sur Joe Biden. Hier, c'était une rencontre avec les différents gouverneurs démocrates pour essayer de les rassurer qui avait lieu. Mais en trame de fond, on a eu une bombe lancée par le New York Times qui affirme là, qu'une source proche de Joe Biden aurait discuté avec lui puis qui aurait confié qu'il songeait justement à se retirer. On a démenti en bloc, mais règle générale, Luc, le New York Times n'est pas du genre à lancer des allégations en l'air sans les vérifier. C'est pour ça que ça a eu tout un effet, là. Non, et si on avait un biais à considérer pour le New York Times, ce serait d'être plus généralement progressiste, c'est-à-dire plus près donc des positions démocrates et des intérêts démocrates que des républicains. Donc, le New York Times tient à son histoire. On a dit que cette source était fiable, qu'elle avait été validée. Et CNN reprenait cette nouvelle ce matin en disant les 48 prochaines heures vont être déterminantes pour l'avenir de Joe Biden. Ça nous ramène à ce que tu évoquais en introduction ou d'entrée de jeu. Il y a tous ces gouverneurs démocrates qui, inquiets, se disent on va aller rencontrer Joe Biden. M. Biden a dit j'ai demandé les examens médicaux, je me sens bien, je me sens fort, capable d'aller jusqu'au bout, non seulement de la course, mais de ce second mandat. Et ce que j'observais plus, c'est la réaction des gouverneurs à leur sortie de cette rencontre. Et qui a pris la parole? Et j'ai remarqué qu'il y en a deux qui ne se sont pas adressés aux médias. Et comme par hasard, il y a de ces hasards dans la vie, comme par hasard, ce sont deux noms qui circulent pour prendre la relève de Joe Biden. Et je parle de Gretchen Whitmer, cette gouverneure dont on a parlé pas plus tard qu'hier, et Gavin Newsom, qui est peut-être le nom qui a le plus circulé. Celui d'ailleurs qui, c'est intéressant de le voir aller, ça fait déjà 1 an et demi, M. Newsom, qu'il donne l'impression de vouloir la présidence, tout en répétant régulièrement « je vais supporter mon président, je vais être derrière mon président ». Donc, il veut montrer qu'il n'est pas un traître, qu'il est solidaire à son président, mais il tape du pied, on le sent impatient, il veut en découdre. Il avait donc organisé des débats, il est allé sur Fox News, puis dans les derniers mois, là, les plus récents, il avait été plus tiède, plus calme de ce côté-là. Mais c'est très clair que M. Newsom a des ambitions au-delà de la Californie, dont il est le gouverneur. Et c'est intéressant, donc, hier, ils se sont contentés, chacun de leur côté, autant Newsom que Whitmer, d'y aller de déclarations écrites. Mais on ne les a pas vues à l'écran, contrairement à quelqu'un comme M. Moore, par exemple, qui est à la tête du Maryland présentement, qu'on voit... On le présente comme une vedette montante du Parti démocrate. Donc, il y en a quelques-uns qui ont pris la parole, qui se sont affichés, qui ont dit yeah, we'll have his back. Hein, on va le soutenir. Il nous a protégés, il nous a soutenus, c'est à notre tour de le faire. Mais je répète, retenez que ces deux noms-là qui, eux, ont été particulièrement réservés, alors que leurs noms circulent beaucoup. Ils sont souvent en tête de liste plutôt que vers la fin de cette liste de successeurs potentiels ou éventuels. Bon, ben continuons nos spéculations, Luc, de successeurs potentiels. Ouais. On a parlé pas mal d'un dernier jour là, de différents candidats et candidates. Ouais. Hier, je te parlais de Pete Buttigieg, qui pour moi qui a un nom qui tomberait sous le sens. On l'a vu avec Mme Harris récemment aussi. Tu sais, je garde, moi, je veux continuer à alimenter la machine à rumeurs de ce côté-là, mais il y a des chiffres à l'appui qui sont peut-être plus intéressants à étudier. Hein? Un sondage qui est paru par rapport à une autre candidature qui pourrait peut-être mieux collé que les autres? Écoute, on donne, puis on va divulguer bien sûr l'identité de cette candidature, mais c'est une femme et on la donne gagnante à 50% contre 39% contre M. Trump. Ça, c'est un écart qui est au-delà de tout ce qu'on imagine chez les candidats dont le nom circule depuis un certain temps déjà. Mme Harris, par exemple, qui vient d'évoquer son nom en disant, on a vu Pete Buttigieg la rencontrer. Il y a des gens qui disent, passons tout de suite à Mme Harris. Elle est meilleure que Joe Biden par très peu dans les sondages récents, mais ce ne serait pas une catastrophe que de l'avoir et on se débarrasserait, entre guillemets, de la question de l'âge ou de la question des facultés. Moi, je pense qu'on ajouterait autre chose avec Mme Harris dans la donne, mais on ne pourrait pas dire qu'elle n'a pas les compétences ou encore l'état de santé pour diriger le pays.
50 contre 39, donc je répète, c'est un écart, c'est astronomique à 4 mois de l'élection. Mais elle n'est pas candidate actuellement. Ce n'est même pas une politicienne, c'est Michelle Obama. Donc, son nom circule depuis longtemps déjà et ça fait, écoute, au moins officiellement 2 fois qu'elle prend la peine de s'adresser aux médias pour dire je suis prête à m'investir dans les campagnes, je serai probablement de la campagne pour faire réélire Joe Biden. Elle disait ça il y a quelques semaines. Mais elle avait émis un nom très, très, très ferme en disant « Il n'est pas question que je retourne en politique ». Ça tombe sous le sens quand on sait que Mme Obama était déjà réticente à entrer à la Maison-Blanche la première fois. Elle le fait bien sûr parce qu'elle était solidaire de son époux. On l'a entendu plusieurs fois après être partie de la Maison-Blanche dire c'est pas une prison là, au sens strict du terme, mais elle a dit, je me souviens par exemple de la première fois où on est sorti de la Maison-Blanche comme ancien couple présidentiel et j'avais enfin le droit d'ouvrir les fenêtres de la voiture en roulant. Donc elle faisait état à quel point c'était dur d'avoir une vie normale, d'avoir une vie saine pour les enfants, pour elle, pour son époux. Et clairement, c'était pas son défi à elle, mais celui de son époux. Mais elle a laissé une très, très belle image, un très bon souvenir à la grande majorité des Américains. Et on la revoit autant dans les médias, autant pour faire la promotion de ses livres. Donc, elle avait eu, comme son époux, un très, très riche contrat pour publier des livres une fois à la retraite de la Maison-Blanche. Puis en même temps, le couple Obama a sa maison de production qui a une entente avec Netflix. Oui. On peut dire que financièrement, puis en termes de qualité de vie, le couple Obama vit entre guillemets, ses meilleurs moments. C'est peut-être pas le défi de la Maison-Blanche, puis de dirigeants du monde libre ou de meneurs du monde libre, mais ils sont très confortables et ils ont encore une influence, puis une influence sur le terrain, auprès des gens. Et c'est souvent comme ça que le couple Obama a présenté son action. Maintenant, serait-elle prête à se sacrifier pour la nation? Je rappellerai juste une chose. Et les deux femmes sont différentes, mais rappelle-toi, après son passage au secrétariat d'État, à quel point Hillary Clinton était populaire dans les sondages. Tant et aussi longtemps qu'elle n'avait pas embarqué ou sauté dans l'arène, c'était une rockstar, Hillary Clinton. On faisait circuler les messages à bord de l'avion revenant de mission avec son téléphone, les lunettes fumées. Donc, on avait fait tout un tapage autour de la réputation, puis du potentiel politique d'Hillary Clinton à la présidence. Mais dès qu'elle a officialisé ça, les chiffres ont changé. Entre on vous voit à la présidence, qu'on aime bien le personnage, et la polarisation politique actuelle, moi, le 50-39, ce fameux sondage, je pense que c'est une cote d'appréciation de la personne, Michelle Obama. Je suis loin d'être convaincu qu'une fois entré dans le jeu politique, on ne va pas assister à un rapprochement dans ces chiffres-là, ne serait-ce que parce que c'est trop polarisé. Je pense que pour Michelle Obama, s'applique la même règle que pour les autres. Ça va se décider par une très faible marge. Ça va se décider dans les États pivots. Peut-être que Michelle Obama peut faire la différence, mais oubliez cet écart de 11 points. Au moment où on se parle, c'est Michelle Obama, la vedette, la femme sympathique, celle que j'ai eu l'occasion de voir ici au Centre Vidéotron à Québec, qui a un charme fou, qui sait être près des gens. Ça ne veut pas dire qu'on croit tout ce qu'elle dit, mais elle a ce don qu'avait son époux de parler aux gens, puis d'aller chercher leur approbation, de se confier. Mais entre cette femme-là qu'on trouve éminemment sympathique, qui a un parcours qui est hors du commun, et la rivale démocrate de Donald Trump, il y a un monde. Donc, oublions cet écart de 11 points. Mais c'est le sondage le plus impressionnant. Si on ne parle que des chiffres, c'est le sondage le plus impressionnant que j'ai vu depuis un bon moment. Écoute, là, je les ai pas devant moi, là, mais j'ai pris, moi, ça, c'est un truc qui me fait toujours, qui me fascine toujours. Là. Sur les sites de paris sportifs, il y a des paris pour à peu près tout. Hein? Puis il y a des paris sur qui va être candidat ou qui va devenir présidente. Puis Michelle Obama est encore là. La cote est élevée, est très élevée, mais elle est encore. Il y a du monde qui met de l'argent que ça va être elle. Là. Fait que ça me. Je veux dire, il y a encore des gens qui mettent de l'argent sur Kanye West aussi. Là. Maintenant, Ye West. Mais je veux dire. Sur Oprah Winfrey. J'ai revu encore quelques articles ici et là disant il n'est pas trop tard pour Oprah, elle peut revenir. Est-ce qu'une méga vedette elle a la notoriété, si on dit faire connaître son nom,
Ben oui. Encore là, je pense que c'est une méga vedette, sinon la plus grande vedette américaine, à Oui, part peut-être mais Taylor Swift, là, mais entre ça et le jeu politique, là, on va reparler de ses compétences, puis on va reparler de l'élite. ben Elle oui. a un parcours qui peut être inspirant, mais elle ne représente pas, entre guillemets, l'Américain moyen, entre guillemets, ordinaire, ce que notre collègue Richard Martineau appelle souvent le Joe Sixpack. Donc, c'est pas ça, Oprah Winfrey. Non, vraiment, vraiment pas. Sinon, ben regarde, prenons une petite pause là, de ce débat politique Ouais. parce que c'est le moment d'unir les Américains aujourd'hui. Peut-être un des rares moments. C'est le 4 juillet, c'est la fête de l'indépendance aujourd'hui. Écoute, je vais fêter ça samedi avec l'ambassadeur américain, donc je suis bien content. Je suis reçu ici à Québec et c'est une des questions que je compte lui poser. C'est une entrevue qu'on va mener pour le journal et je vais lui poser cette question-là. Est-ce que vous avez l'impression qu'entre le projet de départ des 13 colonies et la situation actuelle, on n'est pas dans une des périodes les plus déchirantes de l'histoire des États-Unis? Bien sûr, il est le porteur de la parole de Joe Biden, l'ambassadeur. C'est Joe Biden au Canada, donc M. Cohen. Mais je veux le relancer un peu sur l'histoire, parce qu'il est à Québec pour parler d'histoire, l'histoire des consulats à Montréal et à Québec, entre autres. C'est une des choses que je répète souvent en classe. C'est parfois que j'ai l'occasion de placer en entrevue, comme on le fait ce matin. Le nom États-Unis, c'est peut-être une des étiquettes les plus trompeuses qu'on puisse accoler à ce pays-là depuis le départ. Ouais. Pas qu'on n'a pas cru au projet, pas que ça n'a pas rassemblé les Américains. D'ailleurs, les Américains sont encore parmi les gens les plus fiers d'appartenir à leur pays. Si on faisait un sondage dans les démocraties occidentales, les Américains sont plus fiers d'être Américains que les Canadiens le sont d'être Canadiens. Donc, ça revient régulièrement, ce chiffre-là. Mais il ne faudrait surtout pas cacher ou dissimuler à quel point, dès le départ, ils sont tellement différents. Donc, quand on fait l'histoire des États-Unis, c'est l'histoire d'abord de la colonisation. Et ces gens-là viennent se réfugier en Amérique en fuyant la répression politique, la répression religieuse, et ils s'installent dans 13 colonies qui ont à peu près rien en commun. Il y en a quelques-unes qui ont des intérêts économiques, dans d'autres, ce sont des intérêts culturels, mais ils fonctionnent indépendamment les 13, leur seul lien étant d'avoir l'Angleterre comme métropole. Et il va falloir travailler très fort avant 1776 pour dire, même au pire de la relation avec la métropole, ça va être très difficile pour eux de dire, on va parler en un seul nom. On va se retrouver à Philadelphie avant 1776 par 2 fois. On va envoyer tous les délégués des 13 colonies. Ces gens-là s'assoient, puis à un moment donné, il y en a un qui dit, on pourrait parler Oudou, on pourrait avoir une déclaration d'indépendance. Et il y en a beaucoup pour qui c'est, pardon, moi j'appartiens à la Pennsylvanie, ou j'appartiens à la Georgie, ou j'appartiens au Maryland. Qu'est-ce que j'ai en commun avec les autres? Et si on avait beaucoup de temps, on pourrait raconter même la rédaction de la déclaration d'indépendance. On oublie souvent, avant ce fameux texte qu'on garde précieusement aux États-Unis, qui est ce qu'on appelle le texte fondateur, on oublie souvent qu'il y a eu plusieurs versions de ce texte-là. Quand on crée un comité de rédaction de la Déclaration d'indépendance sur laquelle il y a des gros noms comme Benjamin Franklin, John Adams, Thomas Jefferson, on oublie souvent que c'est 5 grosses têtes dans le sens penseurs des Lumières, des intellectuels. On oublie souvent qu'entre eux, ils ont dû discuter fort et ensuite faire adopter le texte par les 13. Et pour te donner une idée, anecdote qu'on a souvent oubliée, dans un des premiers brouillons ou une des premières versions de la Déclaration d'indépendance, Thomas Jefferson a inclus un paragraphe dans lequel il condamne l'esclavage. Donc, c'est un débat. Dès la naissance des États-Unis, on sait qu'on va le régler beaucoup plus tard et que ça va prendre une guerre de 4 ans. Mais donc, dès le départ, Jefferson dit on condamne l'esclavage. Moralement, c'est inacceptable. Et là, Benjamin Franklin, c'est moi qui vulgarise la scène, mais on imagine le vieux Franklin à côté du très jeune Jefferson lui donner un coup de coude en disant Tom, on a 6 colonies qui vivent de l'esclavage. Tu leur demandes de faire la guerre à la première puissance mondiale, parce que la déclaration d'indépendance, c'est une déclaration de guerre, et tu dis à ces gens-là, on va jeter votre économie par terre tout en vous privant de votre premier partenaire économique. Et Jefferson va, disons-le comme ça, biffer le paragraphe, de sorte que le texte soit acceptable pour le plus grand nombre, pour les 13. Mais ce n'est qu'un seul point qui achoppe. Et on se demande d'ailleurs, question qui est revenue dans l'actualité avec la Cour suprême cette semaine, quand on s'entend sur la déclaration d'indépendance, puis qu'éventuellement on va avoir à penser à un pays
une des choses, celle qu'on craint le plus, c'est de confier trop de pouvoir à une branche de pouvoir ou à un individu. Et la Cour suprême vient d'aller, et ça a été ma grande surprise à moi dans le jugement de la Cour suprême, c'est ce qu'ont dit les juges, ça me semble aller à l'encontre totalement de ce qu'avaient en tête les pères fondateurs. Et oublions Donald Trump, on parle de la fonction. On vient de donner à la Cour suprême, au président américain, énormément de pouvoir en le protégeant de la quasi-totalité des poursuites aux criminels. Ouais. Ça me semble être contre l'esprit même de la naissance de ce pays-là. Et j'y reviens, donc, ils sont très patriotiques, les Américains, mais ils ne croient pas tous dans la même chose. Et c'est vrai depuis 1776, c'est vrai depuis la fondation du pays. Et les textes fondateurs, si on avait le temps d'analyser ça, Déclaration d'indépendance, Constitution et Charte des droits, ça a été des débats, c'est le cas de le dire, historiques. Ouais, des débats historiques. En terminant, là, je t'avoue, j'aurais aimé qu'on se garde plus de temps pour cette fabuleuse histoire, Luc, mais c'est vraiment de la matière de film historique, là, alors que Joe Biden remet une médaille d'honneur, on se comprend posthume, à 2 soldats de la guerre de sécession. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Écoute, on oublie souvent ça, hein, quand le président, chaque année, remet de ses médailles. Il en remet à des militaires, il en remet à des civils. Et souvent, ces médailles-là, bien sûr, il y a une récupération politique. Là, ça va avec souvent un message que veut porter le président. Mais ça nous permet de revenir dans l'histoire pour parler de choses qui ont été oubliées, ou en tout cas partiellement oubliées. Et hier, j'ai été le premier étonné de voir qu'on se rappelait d'une des premières missions d'infiltration, une des premières missions très dangereuses de l'armée de l'Union américaine, ce qui va devenir, donc, c'était déjà avant l'armée des États-Unis, on l'appelle l'armée de l'Union dans la guerre de sécession, et ce qu'on va demander à 6 militaires, c'est d'infiltrer les troupes du Sud, d'aller s'emparer d'un train de ravitaillement et de munitions. Et l'idée est d'aller le faire dérailler pour qu'on ne mette jamais la main sur l'arsenal. Et Joe Biden est venu corriger ce qui était un oubli majeur, c'est-à-dire que 4 des 6 soldats dépêchés pour prendre le train, on va parvenir à prendre le train. Le gros problème pour la mission au complet, c'est qu'on va manquer tout simplement de matière pour faire avancer ce train. Donc, on va faire littéralement dérailler un projet des troupes du Sud. On va capturer 6 soldats, mais il y en a 4 dont l'histoire s'est souvenue, dont on avait déjà commémoré la bravoure. Et ces 2-là, Joe Biden vient de corriger cette erreur en disant il y a des hommes qui ont donné leur vie parce que les sudistes vont les retrouver après qu'ils aient abandonné le train. Ils vont en pendre, en garder d'autres comme prisonniers de guerre. Mais il dit, je comprends pas que ces 2 personnages-là qui se sont battus pour l'Union, donc pour qu'on préserve les États-Unis, c'est un peu ça, hein, la guerre de sécession. Est-ce qu'on laisse ce pays-là se scindre en 2, nord-sud, ou on travaille pour maintenir l'Union, comme le proposait le président Lincoln? Alors, Joe Biden est venu corriger ça hier. Donc, plus de 60 ans après les faits, il est venu dire, honorons la mémoire de ces 2 soldats qui se sont sacrifiés dans la première mission secrète, première mission d'infiltration de l'armée américaine. Ouais, ça vaut la peine quand même de souligner tout ça, surtout un 4 juillet. Un 4 juillet. Toujours de la matière à suivre ensemble. Luc La Liberté, un gros merci. Une bonne journée, Alexandre.